bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons François Delivray qui va nous présenter le coach philosophe et vous êtes encore très nombreux à nous suivre ce soir. Alors nous avons des personnes connectées depuis la Belgique, la France, le Luxembourg, le Québec, le Maroc, la Suisse, la Tunisie, mais aussi d'Algérie, du Liban, du Venezuela, des Pays-Bas, de Suède, du Sénégal, du Cameroun, du Togo, des Bahamas, du Bénin, d'Oman, du Qatar, des Émirats arabes unis, du Burkina Faso, du Brésil, des États-Unis, du Mexique, d'Italie, de Monaco. Je ne peux malheureusement pas citer tous les pays, il y en a tellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'où vous êtes connectés, la ville, le pays, sentez-vous libre. Alors, après ce petit tour du monde, bonsoir François. Bonsoir. Alors François, comment vas-tu ce soir? Comment te sens-tu? Eh bien, écoute, je vais bien. J'ai un peu le trac, mais bon, j'ai bien préparé. Je suis impressionné par la variété des pays que tu viens de citer, et je suis ravi d'accueillir les synergiens chez moi. J'ai allumé mon feu. Peut-être que vous voyez un petit peu la cheminée derrière moi. Et c'est donc, je suis en haut de mon atelier, ma maison atelier, voilà. Donc ça va bien. Alors François Delivray, scientifique de formation, c'est pour développer une forte dimension pédagogique que tu quittes à 45 ans ton métier d'ingénieur pour te lancer dans la formation, ce qui t'a amené ensuite au coaching. Ce changement professionnel t'a permis de développer des talents que tu pressentais, une facette de conteur et aussi celle de sculpteur. Auteur de plusieurs ouvrages, tu as commencé par l'écriture d'un livre sur la négociation, le pouvoir de négocier, s'affronter sans violence, sorti en 1993. Puis sur le temps, question de temps, un manuel de gestion du temps avec des exercices. Et c'est en 2003 que tu écris un livre sur le coaching qui a fait un bout de chemin depuis le métier de coach. Je pense que énormément de synergiens connaissent ce livre. C'est ainsi que tu es amené à participer à l'aventure de la création d'un nouveau métier, le coaching. D'abord, on est venu te chercher pour fonder la société de coaching. Ensuite, il y a eu ton livre et la création d'une école, l'Académie du coaching, où tu as enseigné pendant 10 ans. Et puis, d'autres livres et des conférences sur l'identité de coach, la légitimité, la question de la référence scientifique du coaching, etc. Parmi ceux-ci, coaché pour la première fois avec François Souhain et Noël Philippe. Ton axe prioritaire, c'est la professionnalisation du métier de coach. C'est ton souci essentiel lorsque tu mènes tes supervisions, mais il y a aussi les à côté du coaching, par exemple, l'utilisation de la philosophie qui va nous intéresser aujourd'hui. Et tu mènes également parfois des entretiens de vieux sages. Quelques traits de ta personnalité, on te dit chaleureux, tu es éclectique et t'intéresses à un peu tout. Tu as une nature fatigable qui pose parfois des problèmes à ton entourage. Tu as enfin à cœur de développer tes propres talents. Alors, François, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? L'histoire de développer ses talents, c'est pour moi une valeur primordiale. Là, pendant le confinement, j'ai participé modestement aux difficultés de notre pays. J'ai appris Zoom, que je ne connaissais pas, et j'ai raconté des contes à des gosses de 7 à 12 ans. Je faisais ça toutes les semaines, et ça amusait beaucoup les enfants, ça les intéressait, et ça soulageait les parents. Donc c'est vrai que le fait de développer ses talents, qui est tout à fait dans l'esprit du coaching, est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur. Et je peux dire également que tu es un expert de la technique à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la photo, que ce soit au niveau de ton smartphone et d'autres. Alors, tu vas nous parler du coach philosophe. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre?
Ben, écoute, déjà, je redis bonjour aux synergiens avec qui nous allons parler de ce sujet qui n'est pas si facile que ça. Ce qui m'a amené, bon, au début, c'était pas du tout le coaching. J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie il y a plus de 10 ans, essentiellement pour mon propre usage. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant pour le métier. Et donc, c'est ce dont on va discuter, on va discuter ce soir. C'est vrai que je suis assez attentif, tu l'as dit, mais à mettre la barre assez haut au niveau de la professionnalisation, parce que je dis souvent que c'est facile d'être un coach médiocre, mais que bon, quand on veut être un très bon professionnel, ça demande tout de même pas mal de travail et de rigueur. Voilà ce que je peux dire avant de démarrer. Merci François, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Très bien. Eh bien, nous allons commencer puisque Iotis m'a présenté sous ma facette de conteur. On va commencer par un cas imaginaire. Voilà, une histoire de coaching. Donc, vous imaginez qu'il y a vous êtes coach et il y a une jeune énarque, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'ENA, cette grande école française qui forme les administrateurs et les hommes politiques français. Et donc, vous imaginez une jeune énarque assez ambitieuse et qui veut s'engager en politique. Et elle a entendu parler du coaching et elle dit, je vais prendre un coach, et elle vient vous voir. Vous la recevez et bien sûr, comme vous êtes un bon professionnel, vous vous dites, eh bien, je vais regarder quel est son potentiel, quel est son talent, comment on va pouvoir mettre tout ça en valeur. Donc ça, c'est une histoire imaginaire du XXe siècle. Mais, en fait, c'est à peu près exactement l'histoire qui s'est passée entre Socrate, que vous avez, vous avez la statue, le visage à gauche, et Alcibiade, qui est sur la droite, l'une des rares statues d'Alcibiade. Alcibiade était un jeune homme qui avait pour tuteur le prestigieux Périclès. Vous savez, quand on parle du siècle de Périclès. Et donc Alcibiade était venu voir Socrate, qui par ailleurs, mais ça c'est la petite histoire, Socrate était amoureux d'Alcibiade, donc il disait que Alcibiade était son amant, ce qui n'est pas recommandé en coaching, ça tout de même, ça je dois le dire, c'est pas très recommandé. Et donc Alcibiade vient le voir et en lui disant, écoute, apprends-moi, moi je veux briller dans mes discours, je veux donc apprends-moi comment il faut parler aux hommes sur la façon de gouverner, sur ce que c'est que le gouvernement. Donc Alcibiade veut faire un discours. Et tout ça est raconté dans le livre qui s'appelle Alcibiade de Platon. Et donc, qu'est-ce que fait Socrate? Alors ça, on va le voir, mais je voudrais d'abord vous parler de ce qu'on va regarder du programme de ce webinaire. Donc, je voudrais vous faire profiter de mes apprentissages et je voudrais clarifier ce que c'est que la philo, ou plutôt les deux philosophies, on va voir. Je voudrais clarifier la philosophie du coaching, je crois qu'il y en a une. Partager mes grands frères, c'est-à-dire les philosophes qui m'aident dans l'exercice de ce métier. Et puis, qu'est-ce que c'est? Bon, pour moi propre, hein, être coach philosophe. Voilà notre programme. Et Iotis, est-ce que tu peux lancer le premier sondage, s'il te plaît? Alors, on lance donc le premier sondage. La maïotique de Socrate expliquée dans le Thé et Tête de Platon est-elle votre référence philosophique principale en coaching? Et voilà, donc vous avez 4 possibilités. Je vous laisse choisir. Première possibilité, j'ai lu le Thé et Tête et maîtrise la maïotique. Deuxième possibilité, je ne l'ai pas lu, mais la maïotique est ma référence. Troisième, je n'utilise pas la maïotique. Et quatrième, je ne sais pas ce qu'est la maïotique. Et vous êtes plus de 60% à avoir déjà voté. Nous sommes à 70% maintenant et nous atteignons le prochain pilier. Nous allons arrêter ici. Voici les résultats. Donc, avec 53%,
Je ne l'ai pas lu, mais la maïeutique est ma référence. 35%. Je ne sais pas ce qu'est la maïeutique. Je n'utilise pas la maïeutique, 9%. Et 2%, j'ai lu le tête-à-tête et maîtrise la maïeutique. Très bien. Alors, les résultats de ce sondage ne m'étonnent pas, je dois dire, parce que il y a beaucoup de coachs qui se réclament de la maïeutique et qui savent ce que c'est. Donc, je le dis pour les 35% qui ne sauraient pas, la maïeutique, c'est le fait de faire émerger chez l'autre sa propre solution. Donc, Socrate, dans le fameux thé et tête dont je vais vous parler, se recommande, il dit qu'en fait, il est un maïeuticien, il se présente comme un accoucheur des âmes. Et beaucoup de coachs connaissent la maïeutique, mais je vois que 2% seulement ont lu le thé et tête, et que ça ne m'étonne pas. Je ne dirais pas que c'est dommage, on va voir, parce que, bon, en fait, il y a une ou deux pages dans le thé et tête qui sont intéressantes pour cette histoire de maïeutique, bon, mais c'est tout. Donc, je vais maintenant, après ce sondage dont je vous remercie, on va regarder ce qui se passe pour Socrate, parce que nous avons des idées reçues sur la maïeutique, qui est le cœur de notre métier, qui est le fait que dans le coaching, nous essayons que la personne développe son autonomie et trouve elle-même ses propres solutions, mais en fait, la maïeutique de Socrate, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il prône la maïeutique. Dans le thé-tête de Platon, Socrate explique ce que c'est que la maïeutique. Je vous lis, c'est un très bref passage que je vous lis. Socrate, voilà. Or, dit Socrate, à mon métier de faire les accouchements appartiennent toutes les autres choses qui n'appartiennent pas aux accoucheuses, mais il en diffère par le fait d'accoucher des hommes et par le fait de veiller sur leurs âmes en train d'enfanter. Et c'est cela le plus important dans notre métier. Vous avez 2 pages sur la description de la maïeutique, et c'est exactement ça. Mais ce qui se passe chez Socrate, c'est que Socrate ne fait pas de maïeutique, il dit qu'il en fait. Mais quand on lit ses ouvrages, ou plutôt quand on lit ce que Platon a dit de la pensée de Socrate, en fait, Socrate ne fait pas la maïeutique. Il pose des questions, prenons Alcibiade, mais il y a d'autres livres de Platon dans lesquels Socrate fait la même chose. Donc Socrate se débrouille avec ce qu'on appelle l'ironie socratique. Socrate se débrouille pour démontrer à son interlocuteur que ses croyances, ses idées reçues sur tel ou tel sujet, sur la science, sur l'âme, sur tout un tas de choses, sont en fait des fausses croyances. Et le brave personne qui se fait interroger par Socrate arrive à un moment où elle est face à ces contradictions. Et c'est ça le but essentiel de Socrate, c'est de lui montrer qu'il a des idées, c'est que l'autre a des idées reçues. Et une fois que l'autre se trouve un peu le bec dans l'eau parce que il ne sait pas ce qu'il pensait de lui-même, à ce moment-là, Socrate développe sa propre pensée, ou plutôt Platon développe sa propre pensée, et quant à Socrate, il aboutit presque toujours à la même conclusion vis-à-vis de ses interlocuteurs. Il lui dit, il s'agit de te connaître toi-même, le fameux connais-toi toi-même des Grecs. Donc, Socrate dit qu'il fait de la maïeutique, mais en même temps, il n'en fait pas. Si vous prenez la fin du thé et tête, juste, mais c'est incroyable. Bon, Socrate explique son truc et le pauvre thé et tête, voilà, Socrate dit, ce que je dis a-t-il un sens? Ah oui, c'est bien vrai, fait thé et tête. Il n'y a pas d'éventualité que je crois, celui que je ne connais pas. Thé et tête dit oui. C'est correct. Ensuite, thé et tête. Ça a l'air en effet, Socrate. C'est admirable la façon dont tu analyses. Et le pauvre, il dit oui, 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 oui. Mais il n'accouche pas du tout de ses propres idées. Ce sont les idées de Platon qui sont exprimées. Je continue. Donc, je vous invite, comme je l'ai fait au début de mon propre apprentissage de la philosophie, je vous invite à lire Platon, si vous lisez Platon, à le lire uniquement sous l'angle du processus et pas sous l'angle de la philosophie. C'est-à-dire comment Socrate se débrouille avec l'autre
au niveau du processus. Par exemple, Socrate est un professionnel de la position faussement basse. Il y a un ouvrage qui est magnifique dans le Gorgias de Platon, qui est le premier livre que j'ai lu, et que vous pouvez feuilleter simplement, et vous regardez la façon dont Platon essaye de prendre la maîtrise de la relation, souvent avec la position basse. Et si jamais l'autre s'en rend compte, comme c'est le cas dans le Gorgias de Platon, à ce moment-là, il y a un problème. Ici, je vous lis juste un petit passage de Gorgias. Socrate dit à son interlocuteur, « Allez, tu sais très bien où je veux en venir, mais tu joues l'ignorant. Continuons d'avancer. » L'autre lui dit, « Pourquoi tu ne cesses pas de dire des bêtises ?» Socrate, « Pour que tu saches combien tu es sage, etc. » Donc, ils se mettent à se disputer et quand Socrate voit qu'il ne maîtrise plus le processus, il abandonne. Donc, il est capable d'abandonner la relation, ce qui se passe dans ce livre Gorgias, que vous pouvez lire, c'est un petit livre qui n'est pas très très difficile, mais ne le prenez pas sous l'angle philosophique. Autre chose qui est intéressant pour notre métier, vis-à-vis de Socrate via Platon, bien sûr, c'est la capacité de Socrate de métacommuniquer. Il est capable de dire à l'autre, on est en train de tourner en rond, notre relation ne va pas bien. Donc j'ai appris pas mal là-dessus, j'ai confirmé mes idées sur Socrate et Platon. Alors, venons-en maintenant aux deux philosophies. En fait, c'est chez un auteur dont je vous ai mis le nom en bas, qui s'appelle Pierre Hadot, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, je crois, que j'ai vu la description la plus claire de ces deux philosophies. Et vous pouvez lire, c'est un un petit livre très pédagogique, La philosophie comme matière de vivre. Et qu'est-ce qu'il dit ce brave Pierre Hadot? Je vais, là, ça sera ma dernière lecture, je crois. Je vais vous l'écrire parce qu'il a vraiment bien écrit, je vais vous le lire. Il dit la chose suivante. Il y a toujours eu 2 conceptions opposées de la philosophie, depuis l'Antiquité. L'une mettant l'accent sur le pôle du discours, l'autre sur le pôle du choix de vie. Dans l'Antiquité déjà, les sophistes, qui mettaient l'accent sur le pôle du discours, et les philosophes, ceux qui prenaient la cohérence de vie, comme Socrate, Platon, les stoïciens, etc., sophistes et philosophes s'affrontaient. Les premiers cherchaient à briller par les subtilités de la dialectique, les seconds demandaient à leurs disciples un engagement concret dans un certain mode de vie. Cette situation s'est finalement perpétuée depuis cette époque, avec la prédominance à certains temps de l'une ou l'autre tendance. On voit donc qu'il y a 2 types de philosophie. Il y a la philosophie où il y a une certaine vision du monde, de la vie, de la nature humaine, de toutes les écoles de philosophie qui ont pu se développer. Je pense à l'école stoïcienne dans l'Antiquité, et qui demandait aux disciples non pas de connaître avec sa tête, non pas d'avoir un savoir sur les choses, mais de le vivre. Et ça, c'est la cohérence de vie. Et c'est une notion à laquelle je suis très attaché parce qu'il m'est arrivé de rencontrer plusieurs coachs, et non des moindres, qui ont un discours au niveau de quand ils mènent leur métier ou quand ils font des conférences, donc ils ont un discours, et puis on les voit après en dehors de leur domaine professionnel, et on a les yeux grands ouverts parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Ils disent pas la même chose que ce qu'ils vivent. Il y a une incohérence, ce qu'on appelle nous une incongruence. C'est toujours très étonnant. J'ai vu ça aussi chez des philosophes. J'ai connu une professeure de philosophie qui était très brillante, qui connaissait très bien les philosophes et qui avait une vie qui n'était pas du tout en harmonie. Et personne ne leur fait un reproche aux philosophes. Quand on écoute un philosophe, il y en a plein qui parlent en ce moment. Bon, qu'est-ce qu'ils font les philosophes actuellement? En fait, ils parlent de leur savoir. Ils vous parlent de l'histoire de la philosophie. Ils sont dans la philo de type 2. Ils raisonnent bien.
ils expliquent bien, mais ils ne sont pas dans la philosophie de type 1. Alors, donc, je me suis dit après tout ça, mais si on devait synthétiser, donc, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie? Prenons par exemple le cas de Nietzsche. Bon, Nietzsche, il a, je résume, je simplifie évidemment, mais il a une vision du monde dans laquelle le monde, l'univers, c'est un chaos de force. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction, c'est un chaos de force. Donc, il explique tout ça, il prend des exemples, donc tout ça se tient, c'est une philosophie cohérente, raisonnable. Et Nietzsche rajoute à ça, il hurlerait le pauvre s'il m'entendait, mais tous les philosophes ont une morale qui découle de cette vision du monde. Par exemple, Nietzsche, sa morale, ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est la doctrine de l'éternel retour dans lequel on essaye de vivre maintenant des choses qu'on aimerait pouvoir revivre tout le restant de ses jours. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'éternel retour. Donc, si vous prenez tous les grands philosophes, les philosophes qui ont laissé leurs traces, eh bien, c'est des philosophes qui ont réfléchi, et donc, c'est ce qu'ils disent est fondé sur la raison, c'est aussi fondé sur la réalité, ils ne se permettent pas de dire n'importe quoi sur la réalité, ils développent une morale, et ce qui se passe après, c'est qu'après leur réflexion, après tout ce qu'ils ont imaginé, en fait, ils rigidifient leur croyance philosophique et ils en font une doctrine philosophique. Je vous ai parlé de Nietzsche, mais vous pourriez prendre la plupart des philosophes, et d'ailleurs nous, ça nous aide, parce qu'on va dire tel philosophe, ah c'était le truc. Par exemple, Hume, on va dire, ah oui tiens, Hume il a une position sur les croyances. Ou bien on va prendre John Locke, ou on va prendre Descartes. Donc c'est ce à quoi on pense quand on pense à un philosophe. Donc une vision du monde fondée sur la raison et une morale. Et à l'opposé de la philosophie, il y a les choses qui sont, entre guillemets, pas raisonnables. Le conte, donc quand je suis conteur, je ne peux pas faire de philosophie, je ne m'appuie pas sur le réel. Ou disons, je m'appuie sur l'imaginaire, hein, c'est un certain réel. Mais les philosophes ont dans le collimateur tout ce qui est superstition et également ce qui est pensée magique. Il y a, pour moi, un lien assez étroit entre la philosophie et la science. Les deux doivent être fondés sur la raison, les deux doivent être fondés sur le réel. Le péché majeur, c'est de mal raisonner ou de ne pas s'appuyer sur le réel. Et donc, il y a un lien entre la philosophie et la science. Alors maintenant, à vous de voir si vous voulez plutôt choisir la philosophie de type 1 ou la philosophie de type 2. Ils ne sont pas contradictoires, les deux. Mais là, par exemple, j'ai dû faire un petit cours de philo avec Nietzsche, j'étais dans la philo de type 2. Et moi, quelle est ma philosophie de vie? Est-ce que je suis nietzschéen? Non, je ne suis pas nietzschéen. Donc, c'est pas, je peux expliquer Nietzsche, mais ma vie n'est pas en cohérence avec ce type de philosophie. Voilà les deux philosophies. C'est important de savoir ça parce que le piège des philosophes, ça peut aussi être le piège des coachs, c'est de s'enfermer dans des croyances, dans des discours. J'en viens maintenant au lien entre la philosophie et le coaching. Alors, ils ont des points communs à l'heure actuelle. C'est que les deux sont à la mode. C'est vrai qu'il y a eu depuis une vingtaine d'années, parce que avant la philosophie, on n'en parlait pas trop, on disait que c'était la prise de tête, mais c'est vrai qu'on voit réapparaître les philosophes à la télévision, à la radio. Bon, les gens s'intéressent à la philosophie, suivent des séminaires de philosophie. Il y a même des philosophes qui se prétendent philosophes coach et qui disent qu'ils vont faire du coaching en tant que philosophe, avec de la philosophie. Et donc, les deux sont à la mode, les philosophes et les coachs, la philosophie et le coaching. Moi, mon idée, c'est que si les deux sont à la mode, c'est que les gens sont assez paumés, les gens ont besoin de repères, et donc ils vont trouver chez les philosophes, ils vont essayer de trouver des philosophes qui vont leur donner des repères,
avec le risque qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'ils s'accrochent ou bien qu'ils deviennent disciples d'une philosophie en fermant leur esprit, en perdant leur ouverture d'esprit, leur esprit critique. Et ils vont voir donc des philosophes, et il peut également faire ce que nous connaissons bien. Ils peuvent aller voir un coach en demandant au coach, donnez-moi des repères, dites-moi ce qu'il faut que je fasse, dites-moi qu'est-ce que c'est que la vérité, etc. Donc, je pense que c'est pour ça que les deux sont pas mal à la mode en ce moment. La difficulté pour les deux, c'est que ils peuvent avoir tendance, tous les deux, la philosophie et le coaching, à faire du prêt-à-porter. Qu'est-ce que c'est le prêt-à-porter? Eh bien, c'est quand on en reste un peu à la superficie des choses, ou beaucoup à la superficie des choses, et que donc on va plaquer sur une situation un modèle, une théorie, et par exemple, on imagine un philosophe, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui dit voilà, j'ai un problème, je me demande qu'est-ce que c'est, bon, est-ce que la vie a du sens ou est-ce qu'elle n'a pas de sens, bon. Et donc, bon, le coach, s'il connaît Viktor Frankl, il va peut-être lui parler de Viktor Frankl, qui prône le sens. Mais en même temps, il y a des philosophes qui sont des philosophes de l'absurde. Donc, le philosophe peut se raccrocher, quand on lui parle de sens ou d'absurdité, il va se raccrocher à des grands philosophes du sens. Donc, OK, on me présente un truc d'absurde, eh ben, je vais tout de suite chercher Camus ou Schopenhauer. C'est ça que j'appelle le prêt-à-porter. C'est-à-dire que face à une situation, il y a un espèce comme si on mettait un euro dans une machine et hop, il y a une solution qui sort. Par exemple, quand il s'agit de la réaction face à la souffrance, on va souvent chercher le stoïcisme. Si on s'intéresse à la question de l'être, hop, on va aller chercher Heidegger. Donc ça, c'est en philosophie où les gens qui font de la philosophie peuvent avoir tendance, surtout si c'est pas des vrais pros, ils peuvent avoir tendance à donner des références rapides. Ça, c'est une difficulté. En coaching, aussi, on a tendance à avoir du prêt-à-porter. Là, ça arrive, et moi, j'aime pas, ça doit m'arriver à moi aussi. Mais en coaching, on a aussi, nous, on plaque souvent des méthodes standards. Je me souviens, ça se fait plus trop maintenant, mais il y a 15 ans, quand je parlais du coaching, je rencontrais des coachs, ils avaient un problème, clac, c'était les niveaux de Dilts. Donc, n'importe quel problème, clac, niveau de Dilts. Et je suis pas contre les niveaux de Dilts. C'est un truc génial, c'est très très bien, mais il y a des fois, c'est pas du tout adapté à la problématique du client. Donc, faire du niveau de Dilts comme ça, c'est un prêt-à-porter qui n'est pas toujours pertinent. Il y a aussi, on apprend en coaching, dans les écoles de coaching, souvent, on apprend la relaxation, le fait de respirer, c'est très important. J'ai connu un coach, bon, tous les clients, quand ils arrivaient, il leur demandait de commencer à apprendre à respirer, à faire des respirations profondes. C'est pas mauvais, mais il y a des clients avec qui c'est pas adapté compte tenu du contexte. Donc, on peut avoir des méthodes standards dans notre métier de coach, des trucs qu'on applique, c'est du prêt-à-porter. Et il faut faire assez attention quand on s'engage dans cette voie. Ou bien, quand il y a, par exemple, il y a un élève qui a fait une école de coaching et qui devient un clone du prof, je l'ai vu. Bon, j'espère que mes anciens élèves ne jouent pas le clone de François Delivray, bon, parce que ça serait pitoyable. Bon, c'est pas du tout ce qu'on leur a enseigné. Donc, il faut faire attention au prêt-à-porter. Alors ensuite, il y a quels sont les domaines de puissance et les limites. C'est une notion que j'aime bien. C'est-à-dire que quand on prend un modèle, un concept, on a parlé des niveaux de Dilts, on a parlé de... Mais chaque fois qu'on a un concept, une théorie ou un modèle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un domaine d'excellence dans lequel un modèle est puissant et pertinent. Je vais prendre le cas de l'analyse transactionnelle. Bon, il y a
il y a des typologies, il y a des cas plutôt, pardon, il y a des exemples dans lesquels il y a des modèles de l'analyse transactionnelle qui sont hyper pertinents. Vous voyez, par exemple, vous voyez apparaître quelqu'un qui manifestement joue à un jeu psychologique. Bon, vous pouvez y aller. Il répète toute la formule J de Berne. Enfin, il y a tous les exemples, il y a tout ce qu'il faut. La théorie s'applique à plein. Et là, la théorie ou le concept trouve sa puissance. Et ça, c'est magnifique et on peut y aller. Et on a ça en coaching aussi. Et puis, il y a des fois où le domaine de puissance trouve ses limites. Et à ce moment-là, il faut avoir le courage de dire qu'on est aux limites et que la théorie s'applique pas bien et que le concept s'applique pas bien. Plutôt qu'essayer de faire passer la réalité dans une passoire, par les trous du modèle pour prouver que le modèle s'applique. J'ai vu ça avec la process communication, qui est un très bon modèle que j'ai beaucoup utilisé en coaching, que j'utilise, mais quand ça tombe en plein dans le mille, on y va, il y a la puissance du modèle. On voit quelqu'un qui fait des phrases incidentes, qui a les rides sur le front, qui ouvre des parenthèses dans son discours, qui dit souvent « je pense que », ok, ça va, c'est à plein, c'est un travail man, on peut y aller, c'est la puissance du modèle. Puis à côté de ça, il y a des gens, on ne sait pas, ils n'ont pas de profil, c'est pas évident. Il faut avoir le courage de dire que la process communication ne s'applique pas. Il y a des cas où ça ne s'applique pas bien. Et donc, à ce moment-là, il faut partir sur autre chose. Donc, il y a les domaines de puissance et les limites. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le domaine d'excellence de la philosophie? Et je crois que le domaine d'excellence de la philosophie des philosophes, c'est la raison. Et ils sont très attachés à ça. Pour que le raisonnement qui conduit à une conclusion philosophique, il faut qu'il soit rigoureux. Et c'est vraiment, ils sont bons là-dedans, les philosophes. Et ils font ça jusqu'au bout. Ils sont un peu comme des scientifiques là-dessus. Et la limite de la philosophie, c'est aussi la raison, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances dans lesquelles la raison ne va pas être l'approche qui va être utile, qui va être pertinente. Typiquement, quand quelqu'un est dans l'émotion, quelqu'un qui est en plein dans l'émotion, si je commence à lui expliquer les choses par la philosophie, ça va pas marcher. Prenez le cas, là, je pense à ça tout de suite, prenez le cas je ne sais pas si c'est Sénèque ou un autre stoïcien, quand il parle de la mort, il a un raisonnement impeccable sur la mort. Il dit ça sert à rien de se faire du souci pour la mort, puisque tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort, et puis on ne sait pas ce que c'est, et puis après la mort, au moment de la mort, ça y est, on est mort et c'est fini. Donc c'est pas la peine de se faire du souci, c'est imparable. Mais c'est pas ça la réalité. Parce que les gens, il y a des tas d'autres choses, on ne peut pas faire que réfléchir à la mort. On ne peut pas présenter les choses seulement sous leur façon raisonnable. Ça nous touche au plus profond, au niveau émotionnel, au niveau du sens, à tout un tas de choses. Donc la philosophie, je trouve, a une limite, et la limite, c'est aussi son point faible. Donc il faut faire attention quand on est philosophe à pouvoir dire, là, la philosophie, elle est impuissante. Et le coaching. Qu'est-ce que c'est le domaine d'excellence du coaching? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que notre domaine d'excellence, que n'ont pas les philosophes, n'ont pas ça, c'est le processus. Nous sommes, ou nous devrions être, des experts du processus. Être capable de repérer ce qui est en train de se passer. Le processus, c'est en train de. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, processus intrapsychique? Qu'est-ce qui est en train de se passer entre moi et l'autre? Ça, c'est le processus relationnel. Donc, ou bien, quel est le processus au niveau d'un groupe? Donc, les processus de groupe, les processus d'entreprise. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Et ça, je pense que c'est, ou ça devrait être, notre marque de fabrique. Et là, vraiment, là-dedans, on est bon, ou on devrait être bon. Et la limite du coaching en tant qu'approche, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai beaucoup réfléchi. Au début, je m'étais dit, bah, c'est la thérapie et le conseil. Et je me suis dit, oui, bon, mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, je suis arrivé à ma propre vision des choses là-dessus. Il me semble que c'est la personne du coach. C'est-à-dire que si c'est les limites du coach, les limites du coaching, c'est en fait les limites du coach. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il se sent très très bien au niveau de et qui peut aborder parce que c'est sa personne, parce que ce sont ses connaissances, parce que c'est sa pratique. Et puis il y a des fois où il faut pas qu'il y aille parce que lui-même n'est pas à l'aise. Typiquement, bon, quand nos coachs nous trouvons face à une pathologie, bon, il faut dégager, il faut arrêter le coaching. C'est notre limite. Ça ne veut pas dire que un autre coach qui lui est thérapeute par exemple en même temps, lui il va y aller. Donc les limites du coaching, ce sont aussi nos limites. C'est passionnant, mais en même temps c'est assez difficile. Voilà, peut-être que vous pourriez, s'il y en a qui sont intéressés, après tout ce que je viens de dire, quelles sont vos réflexions ouvertes sur cette histoire de philosophie, de limites. Donc, si vous avez des choses à dire là-dessus, je crois que vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo. Et puis, il y a déjà pas mal de réactions. Olivier nous dit, très belle démonstration, monsieur Delivray. Parlez-vous de philosophie médiatisée lorsque vous évoquez un type 2? Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. C'est-à-dire que il n'y a pas que ça, mais oui, ça peut être ça. Oui, oui. Alors, il y a Karine qui nous demande en quoi la philosophie peut être une ressource en coaching. Alors ça, on va le voir plus tard. Si Karine veut bien patienter un peu avec les philosophes que je présenterai, mes grands frères, oui. On le verra un petit peu plus tard. Alors, il y a Benoît qui nous dit très intéressant. Yolanda nous demande est-ce que François Delivray pourrait expliquer la métacommunication? Il en a fait référence sur une des slides au début. Oui, tout à fait. Donc la métacommunication, c'est un de nos outils très importants en coaching. Ça consiste à communiquer sur la communication. La référence théorique, c'est chez Václavic, donc le systémicien. Et donc, si je dis à une personne, je vais faire un exemple de métacommunication, et je le fais très très souvent en séance de coaching, moi, ça je le fais systématiquement. Je demande à la personne, et je lui dis, bon, est-ce que ça va la façon dont on travaille en ce moment? Ça vous va, ça vous convient? Moi, ça me va bien, mais vous, est-ce que ça vous convient? Donc, on arrête de parler du sujet pour lequel la personne est venue, on parle de notre relation. Est-ce que ça vous va la façon dont on travaille? Et on peut faire ça, les managers peuvent faire ça en entreprise aussi, métacommuniquer. Ils savent pas beaucoup parce que faut être prêt à accepter que l'autre dise bah non, ça va pas. Et donc à ce moment-là, on va discuter, mais ça sert à rien de continuer sur le fond si le processus est pas bon, si la relation est pas bonne. Hein. Et donc, comme mon collègue François Sauvain appelle le kit de survie. Donc la métacommunication, c'est une méthode très importante dans notre métier. Bon, que ça aille bien ou que ça aille mal. Ça va pour la réponse, j'espère. En tout cas, moi, je me rappelle aussi d'un autre exemple que tu avais fait lors d'une conférence avec un fameux hélicoptère en bois, si ça te dit quelque chose. Oui, pour faire la métacommunication, c'est comme si on prend un petit hélicoptère, on dirait un petit drone maintenant, et on le met au plafond, et c'est comme si on se mettait à la place de l'hélicoptère qui est au plafond, et qui me regarde moi, avec ce que je pense, qui regarde l'autre, et qui regarde la relation. Donc, quand on métacommunique, on verbalise à l'autre ce que l'hélicoptère voit et entend avec sa caméra et son micro. Voilà. Alors, Merci. on a énormément de réactions. Donc, Jean-Louis nous dit, je trouve cette approche excellente et riche de sens. Ingrid, oui, c'est passionnant et captivant. Isabelle, je suis d'accord, les limites du coaching sont en lien, en effet, avec nos propres limites. Anne nous dit même, je bois les paroles de monsieur Delivray. Alors, nous avons une question de la part de Marc. La philosophie est la recherche de vérité
Et le coaching est-il une vérité? Ah là, je décline parce que ça m'emmènerait trop loin. Je ne sais pas ce que c'est que la vérité. Ça m'emmènerait trop loin. Et je vais creuser la question de la vérité, mais j'avoue que en philosophie, je me suis jamais intéressé, enfin, j'ai jamais étudié à fond la chose. Donc, je décline, je suis désolé. Alors, il y a Olivier qui nous demande, vous dites que la limite du coaching est le coach, mais un coach qui vient sur la thérapie parce qu'il sait le faire sort du coaching et donc en franchit les limites, non? Euh, ben, peut-être, mais s'il est compétent, je ne vois pas pourquoi il ne franchirait pas les limites. S'il est compétent pour ça, s'il est capable de faire, moi j'ai un ancien élève, je pense à un ancien élève là en ce moment, bon, qui est thérapeute, qui a fait de la, bon, qui fait de la thérapie, eh ben, il n'y a aucun problème, il peut même mélanger les deux s'il est compétent. Moi je ne le fais pas, hein. Alima nous dit, très intéressant. Yolanda, excellent, merci beaucoup. Alexandre nous dit, le domaine d'excellence du coaching est le processus. Quel processus plus spécifiquement? Alors il y a les 4 processus, le processus intrapsychique, ce qui se passe en moi, le processus relationnel avec l'autre, le processus de groupe quand on est pour un manager, et les processus d'entreprise, les processus à un échelon plus large. Elsa nous dit, c'est vraiment super, beaucoup à réfléchir, merci. Peggy nous dit, c'est un plaisir d'écouter Monsieur Delivray. Donc voilà, des tas de réactions, François. Et je continue parce que je vois l'heure qui avance. Voilà, on y va, on continue. Alors, on y va. Merci, Yotis. Je continue. Maintenant, ce n'est pas philosophie et coaching, c'est philosophie du coaching. Ça, je veux tout de même en parler parce que, en tant que coach, nous avons une philosophie. C'est-à-dire, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons une certaine vision du monde et une certaine vision de ce qu'il faut faire. Et donc, la philosophie du coaching, ce que nous avons en commun sur notre vision du monde et de l'être humain, il y a d'abord une croyance sur l'être humain et la philosophie du coaching est en droite ligne des croyances psycho-humanistes qui sont apparues après la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les mouvements et toutes les écoles, PNL, Gestalt, transactionnel, etc. Donc nous sommes vraiment dans ce courant psycho-humaniste au niveau de la grande population des coachs. Nous sommes là-dedans. Mais il y a une autre croyance qui est propre à notre, non pas à notre métier, mais au fait qu'on se dise coach. C'est que nous nous considérons un peu ou beaucoup comme une avant-garde consciente de, entre guillemets, l'humanité. Par notre formation, par ce à quoi nous avons réfléchi, par le travail sur nous-mêmes, nous sommes très attachés à quelque chose qui est très, très en vogue en ce moment, c'est-à-dire le développement personnel. Nous avons une valeur, une croyance sur le fait que bon, la valeur de la vie, ça passe par le développement des personnes, mais pas seulement. Nous avons aussi une conscience, ou nous pensons avoir une conscience, dans 3 domaines. Là, j'ai mis conscience du monde, mais c'est dans 3 domaines qui sont la psychologie, la spiritualité et l'écologie. Et c'est impressionnant de voir comment, quand on discute avec des coachs, ils disent, mais être coach, c'est, et ils développent ces pôles-là. Et c'est très souvent qu'ils vont parler de spiritualité, d'écologie. Et ça, c'est le fait d'être coach, et je le mets de façon artificiellement indépendante de l'exercice du métier. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des coachs du Maroc qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on a à apporter au monde dans cette période d'épidémie? Voilà, qu'est-ce qu'on a à apporter au monde? Comme si le fait de se déclarer coach nous donnait une conscience plus large que celle du commun des mortels. Alors, il faut faire attention parce qu'on pourrait avoir tendance à se croire bon, meilleur ou plus conscient que les autres. Bon, c'est pas toujours vrai. Mais manifestement, dans notre culture, nous avons de plus en plus cette croyance. Donc, c'est pour ça que je dis avant-garde, hein, parce que bon, à cause de notre conscience.
nous avons également, au niveau de la philosophie du coaching, mais là sur le métier, nous avons aussi des croyances professionnelles spécifiques. Par exemple, nous avons, ou nous devrions avoir, mais la plupart nous avons, des croyances sur l'entreprise. Et nous pensons que l'entreprise n'est pas forcément un lieu d'exploitation des salariés, et nous sommes prêts à travailler avec les entreprises, nous travaillons avec les entreprises, on n'a pas de vision manichéiste de l'entreprise. Ce que nous reprochent certains, je me souviens d'un psychiatre, Roland Gori, qui reproche ça au coaching, bon, nous serions les valets du capitalisme. Non, on n'est pas les valets du capitalisme, mais on a de l'entreprise une vision qui est une vision plus mesurée. On ne dit pas les patrons sont des salauds. On dit bon, oui, il y en a peut-être, et puis il y en a d'autres au contraire non. Et la plupart des clients qu'on a en coaching, ils sont comme tout le monde, ils sont mélangés, il y a du blanc, il y a du noir, mais c'est pas manichéiste. Donc vision sur l'entreprise, on a des croyances là-dessus, on a des croyances sur l'exercice du métier. Et par exemple, on a la croyance qu'en 12-15 séances, quelqu'un va arriver à changer. C'est une hérésie pour un thérapeute. De lui dire qu'en 12 séances, un client peut changer. Il dit, mais attends, on ne va pas décréter que… Ils ont une autre croyance. Et notre croyance et aussi notre expérience montrent que ça marche. C'est-à-dire en 12 à 15 séances, ça marche. Mais il y a des fois, c'est vrai qu'on peut arriver aux limites. Ça n'est qu'une croyance. Donc, nous avons des croyances sur l'exercice du métier et nous avons aussi, et surtout, dans notre métier de coach, une croyance sur les gens, sur l'être humain en tant que client. C'est-à-dire que nous estimons que pour l'exercice de notre métier, la personne va résoudre ses problèmes et avancer en s'appuyant sur son prince, je vais prendre le mot, sur son potentiel, plus que sur son crapaud. Alors que les thérapeutes peuvent avoir tendance, pas tous bien sûr, mais ils peuvent avoir tendance à dire qu'il faut résoudre les problèmes du crapaud, donc la partie qui a souffert dans l'enfance, qui en a tiré des croyances négatives sur elle et le monde, c'est ça auquel il faut d'abord s'attacher. Et ça, c'est plutôt une croyance thérapeutique. Nous, on va parier plutôt sur le potentiel. De quoi vous avez envie, quel est votre objectif, et donc on bâtit notre démarche là-dessus. Là aussi, c'est une croyance, parce que là aussi, ça a des limites. Et il y a des fois, il faut s'occuper du crapaud. Et puis, il y a des fois, il vaut mieux s'occuper du prince et du potentiel. Ça, c'est ce que je pourrais appeler la philosophie du coaching. C'est un résumé que je vous fais, mais en même temps, c'est une chose que je dirais pas je regrette parce que je connais pas tout le programme des écoles de coaching, mais j'ai l'impression que la philosophie du coaching, on n'a pas fait souvent réfléchir les coachs là-dessus. Qu'est-ce que c'est vos croyances professionnelles? Qu'est-ce que c'est les croyances de notre métier? Et ça, je trouve que vraiment, ça serait un axe très, très bon pour notre profession. Yotis, tu peux lancer le sondage numéro 2. Alors, c'est parti pour le sondage numéro 2. Un client avance principalement parce que, attitude donc prioritaire, le coach l'écoute, il lui fait expérimenter du concret, il utilise la relation, il explique ce qui se passe, il le questionne intelligemment. Alors, je commente ça. Je mets prioritairement, attitude prioritaire, parce que vous allez me dire, il faut tout. Bien sûr qu'il faut tout. Mais, par exemple, quand vous êtes en cas de stress avec un client, que vous ne savez plus comment prendre le truc, qu'est-ce que vous privilégiez? Je sais que moi, j'ai tendance à questionner ou à expliquer. J'ai plutôt tendance à expliquer ce qui se passe. Bon, et ça, c'est un travers que j'ai, mais c'est ça que je mets en premier. C'est ça, donc c'est vraiment le truc prioritaire. Sans ça, bien sûr, il faut tout. Je vous laisse. Ils sont déjà à plus de 60% à avoir voté nos amis synergiens. Alors, on va arrêter bientôt. On a dépassé les 70. Voici les résultats. Avec 49%, il le questionne intelligemment. 23%, le coach l'écoute, attitude rogérienne. 13%, il utilise la relation. Et 7%, il lui fait expérimenter du concret. Et également 7%, il explique ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Ouais.
Je ne sais pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients, nous, de notre attitude prioritaire. Je sais que moi, par exemple, quand je suis en difficulté avec un client et que je commence à lui expliquer, je me dis, oh là là, attention, qu'est-ce qui se passe chez moi? Je continue. Alors, un petit témoignage maintenant sur comment j'ai appris la philo. J'en ai touché un mot tout à l'heure. Donc, j'ai mis plusieurs années. J'ai commencé en 2006-2007. C'est pas du tout ce que je vous dis là pour que vous fassiez comme moi, hein. Mais c'est pour vous dire, bon, ça vous donnera peut-être des idées. Sachant que c'est pas indispensable de faire ce que j'ai fait pour s'intéresser à la philosophie et autres. Bon. Je suis un autodidacte, donc j'ai jamais pris de cours de philo, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu aller à l'université parce que ça m'intéressait pas de connaître l'histoire de la philosophie d'abord. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer des sujets, de réfléchir à des sujets où il y avait déjà des philosophes qui avaient travaillé. C'est ce que j'appelle mes grands frères. Donc, typiquement, pour moi, ça a été la question du temps. Bon, ben, il y a deux philosophes qui se sont intéressés au temps, surtout, bon, Saint-Augustin et Bergson. Moi, pour mes bouquins sur le temps, ça m'intéressait. Donc, j'ai plongé dans Bergson sur le temps et dans Saint-Augustin dans ce qu'il dit du temps. Mais le reste de la pensée de Bergson et le reste de la pensée de Saint-Augustin, je ne me suis pas intéressé. Alors qu'un prof de philo, il vous apprend Saint-Augustin ou Bergson plutôt. Donc moi, je n'ai pas fait comme ça. Donc j'ai commencé par faire un tableau Word, j'avais les thèmes qui m'intéressaient, et puis j'ai été pioché un peu partout en me disant, mais qui c'est qui a parlé du truc? Moi, mon idée, c'était que c'était pas la peine que j'enfonce des portes ouvertes, qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi avant moi, et qu'il y avait des questions qui tournaient dans ma tête, c'était pas la peine que je réinvente la poudre. Donc j'ai commencé par faire ça, et puis ensuite, j'ai pris des livres faciles, je vous en indiquerai à la fin, et puis des bons vulgarisateurs. J'ai beaucoup commencé avec Luc Ferry, qui est un excellent vulgarisateur. Bon, il y a des philosophes professionnels qui m'ont dit qu'il n'était pas bon, ceci ou cela. Moi, je trouve qu'il explique très, très bien. Et puis surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabâché. Donc des petits bouquins simples que j'ai lus, relus. Je crois beaucoup à cette façon de faire, d'approfondir en rabâchant, puis en se posant des questions, en disant tiens, qu'est-ce qui se passe, puis d'aller butiner. Voilà. Et donc, bien sûr, le piège quand on apprend la philo de cette façon, c'est de se contenter du superficiel, d'un résumé sur Internet, c'est de jouer à l'âne savant, quoi. Bon, et donc ça c'est pas très très pertinent. Alors j'en viens maintenant à quelque chose que j'ai développé dans ma tête, qui est un modèle, mais que je trouve très intéressant pour le sujet qui nous occupe. Ah zut! Oh ben oui, tiens, on va faire le sondage numéro 3. Yotis, tu peux le lancer? On le lance directement, il n'y a que des solutions. Alors, donc, avez-vous déjà fait mention d'un philosophe célèbre pendant une séance de coaching? Première possibilité, oui, cela m'est arrivé en expliquant sa pensée. Secondement, donc oui, juste en le citant. Et ensuite, non, jamais. Et vous êtes très très rapide pour cette question, hein. On est déjà à 50%, 60%, 70%. Voilà, donc ça va très très vite en quelques secondes. Voilà, voici les résultats. 50% non, jamais. 29% oui, juste en le citant. Et 21% oui, cela m'est arrivé en expliquant sa pensée. Si vous en avez l'occasion, mettez-nous en commentaire les noms de ces philosophes. Tiens, on ne sait jamais. Voilà. Absolument. Voilà, les noms de ces philosophes. Est-ce qu'il y a des philosophes qui vous inspirent plutôt, dont vous vous recommandez, sur lesquels vous vous sentez suffisamment compétent? Ça serait intéressant de voir lesquels. Alors, je peux déjà te les dire. Il y a donc Luc Ferry, Jung, Aristote, Spinoza, Descartes, Heidegger, Spinoza, Socrate, Descartes, Sénèque, Heidegger, Socrate, Platon, Sénèque, Spinoza, Frédéric Lenoir, Platon, autre bon vulgarisateur Frédéric Lenoir, Sénèque, Rousseau. Donc voilà, Deleuze aussi, André Comte Sponville, Spinoza, voilà, et ça continue. Il y a bien. Ah ben, ça serait intéressant, ça, oui, de voir ça. Très bien. Ah ben je vois, mais ça je l'avais déjà vu dans vos commentaires, donc je vous remercie beaucoup.
les commentaires à la vidéo introductive, c'est que j'avais vu que le niveau philosophique des gens qui s'exprimaient était, je l'avais trouvé très intéressant. Donc, je voudrais parler maintenant d'un petit concept que je trouve intéressant, notamment vis-à-vis de cette étude de la philo. J'ai repris ce concept que vous connaissez, j'imagine tous, qui est le concept de l'autonomie. Donc, dans l'autonomie, vous avez au centre, vous avez l'autorité à laquelle on se réfère, et puis vous avez les 4 niveaux d'autonomie, la dépendance quand on dit oui, la contre-dépendance quand on dit non, l'indépendance quand on dit je vais faire ça tout seul, et l'interdépendance quand on discute avec l'autorité. Je ne reviens pas sur ce modèle qu'on trouve chez Vincent Lénard, que vous trouvez dans mon livre, que vous trouvez bon, dans la littérature, bon, il est assez largement développé. En l'occurrence, ici, l'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est une autorité conceptuelle. C'est-à-dire que, imaginons, vous apprenez, alors, soit une théorie philosophique, pour ce qui nous intéresse, mais c'est valable pour tous les modèles. Vous découvrez la process communication, vous découvrez les niveaux de Diels, vous découvrez la notion d'absurdité chez Schopenhauer, vous découvrez tous les concepts possibles et imaginables. On va voir ensuite quelques exemples. Et il y a la même chose qui se passe vis-à-vis de la personne qui a élaboré la théorie ou le concept. Dans un premier temps, vous allez vous mettre en dépendance, vous dites c'est génial. Vous lisez Victor Frank, par exemple, le concept de sens chez Victor Frank, c'est génial, il a raison, c'est magnifique. Vous trouvez des tas d'exemples pour montrer que l'autorité a raison, c'est la dépendance. Ensuite, le chemin d'autonomie conceptuelle, c'est de trouver là où ça ne va pas. Et vous vous dites, tiens, mais il y a telle situation, tel exemple, tel cas où ça ne marche pas. Vous passez en contre-dépendance conceptuelle. C'est pas vis-à-vis, vous l'avez pas en face de vous, l'autorité. Mais vous vous dites, il y a un truc qui va pas dans son approche. Et là, alors il y en a qui à ce moment-là jettent le bébé avec l'eau du bain, qui s'en vont, bon, qui disent, bon, ben, je mets à l'écart ce concept, mais il y en a d'autres qui creusent. Et quand ils creusent, ils disent, bon, c'est bien joli de dire que ça va pas, mais alors moi, comment je vais faire? Et là, ils passent en indépendance conceptuelle et ils regardent comment ils vont élaborer leur propre pensée par rapport au domaine. J'ai vécu ça, par exemple, par rapport pour le temps, avec Saint-Augustin, avec Bergson. Oh, je me disais, c'est génial, Saint-Augustin. Ensuite, non, il y a un truc qui va pas. Bon, mais comment est-ce que je vais l'enseigner, moi, maintenant? Ça, c'est l'indépendance. Et ensuite, on peut trouver l'interdépendance, qui est souvent dans la tête, parce qu'on ne peut pas discuter avec l'autorité conceptuelle. Je ne peux pas discuter avec Saint-Augustin. Mais par contre, j'ai beaucoup de gratitude et ensuite je relis Saint-Augustin et je redécouvre des choses chez Saint-Augustin et on devient frère. Il est mon grand frère, mais on devient frère là-dedans parce que j'ai apporté ma pierre au modèle. Donc je trouve que c'est très intéressant quand on apprend la philosophie ou quand on apprend des modèles philosophiques, mais pas seulement, dès qu'on apprend un concept, une théorie, d'avoir cette idée de l'autonomie conceptuelle. Là, je vous ai mis un exercice que je vous invite à faire à la maison. Hein. Vous prenez un concept de coaching qui vous paraît solide. J'ai mis les écoutes rogeriennes, la processcom, mais prenez même les 11 compétences d'ICF. Ici, bon, donc vous prenez le concept, vous dites, ouais, ça c'est génial, et autres, bon, très bien. Et ensuite, vous dites, ouais, mais il y a des trucs où c'est pas assez complet, ou bien ça va pas. Donc, vous passez à l'étape critique, la contre-dépendance. Ensuite, vous dites, qu'est-ce que vous allez en faire vous personnellement. Et puis ensuite, vous revenez aux sources en interdépendance conceptuelle. Je vous invite à faire ça, là. C'est un très bon exercice. Je pense que c'est un réflexe à avoir pour vis-à-vis des modèles, ça permet de garder notre esprit critique, de ne pas tomber dans ce qui est, hélas, ce qui se passe en ce moment, l'intolérance. Voilà. Alors, maintenant, je continue et j'en arrive à mes grands frères.
ceux qui ont réfléchi avant moi. Alors, ce que je vais vous dire, en fait, je vais tomber dans le travers que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tout de même un peu des réflexes. Je fais des cases, je fais un peu du prêt-à-porter. D'accord, c'est vrai, mais en même temps, au niveau pédagogique, je voulais tout de même, grosso modo, vous l'expliquer. Donc, je fais la part des choses. Bon, c'est au niveau pédagogique que je synthétise. Alors, les philosophes que j'ai appris là depuis donc une douzaine d'années et qui peuvent me servir en coaching à telle ou telle occasion. Il y a Descartes. Lisez le discours de la méthode, le début au moins. C'est un bijou, c'est facile à lire. On se dit c'est prise de tête, mais pas du tout. Ils écrivaient bien, les anciens. Les philosophes ont bien écrit jusque vers 1750. Puis ensuite, il y a eu Kant, Hegel. Je les ai pas lus, je peux pas. C'est trop compliqué, ils ont leur vocabulaire, je peux pas. J'ai besoin de vulgarisateurs. Bon, ben donc, Descartes. Je me sers de ce qu'il dit de la morale provisoire. Parce que Descartes, il était parti en Hollande, parce qu'en fait, il avait peur qu'on lui intente un procès comme à Galilée. Il y a eu l'affaire Galilée. Et donc, il se sentait pas très, très glorieux de vivre en Hollande, mais il disait, c'est comme ça que je peux exprimer ma pensée. Et donc, il parlait de sa morale provisoire, c'est-à-dire des circonstances où on n'est pas pur et dur au niveau moral, bon, mais tout de même, on y arrive à peu près, on est un peu ambigu. Donc, cette notion de morale provisoire peut aider certains qui se posent des questions par rapport à l'exercice de leur métier ou qui ont tendance peut-être à être, avoir les choses de façon trop étroite. Donc, chez Descartes, il y a le doute de Descartes, le doute cartésien, qu'on a un peu expliqué avec l'autonomie conceptuelle. Donc, Descartes qui remet en cause les enseignements et qui refuse l'argument d'autorité. Donc ça, c'est très important. C'est pas parce que quelqu'un de prestigieux, de connu, dit qu'il faut l'avaler. Donc on a le droit, on a peut-être même le devoir d'exercer notre esprit critique. C'est pas parce que Luc Ferry dit Nietzsche dit que c'est pas parce que Nietzsche l'a dit qu'il faut se mettre à genoux. Et donc, ça, c'est vraiment, là, le concept d'autonomie conceptuelle peut vous aider. Donc ça, c'est l'utilisation que j'ai faite de Descartes. Platon, j'ai rien pris de la philosophie de Platon. Mais par contre, j'ai repris, parce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, les positions hautes et basses, la notion de processus, dans l'attitude de Socrate. Ensuite, j'ai pas mal travaillé David Hume, le philosophe empiriste anglais, et je l'applique en coaching de la façon suivante. David Hume, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un empiriste, donc il pense que tout vient des sensations, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant pour moi. C'est que il dit que tout est croyance et que donc même les certitudes scientifiques sont des croyances parce que c'est fondé sur l'habitude. C'est sa grande phrase. Les croyances sont des tendances fondées sur l'habitude. Et donc, comment je l'utilise en coaching? Par une phrase toute simple que j'utilise vraiment très, très souvent, c'est, je parle par hypothèse. Je dis à la personne, à mon client, je dis, mon hypothèse, c'est que. Parce que je suis pas sûr de moi. C'est très rare que je m'exprime avec certitude, avec de façon très. Il y a des fois, il faut le faire avec certaines personnes, mais en même temps, j'aime beaucoup parler par hypothèse. Mon hypothèse, c'est que ce que vous vivez est un phénomène de deuil, ou bien mon hypothèse, c'est que là, vous me parlez de telle et telle situation. Donc, j'émets des hypothèses et je fais confirmer par le client. Donc ça, c'est Hume qui m'a appris, parce qu'il m'a appris la modestie au niveau de mes affirmations. Parler par hypothèse. Ensuite, j'ai mis Hegel, que je n'ai pas lu, trop compliqué, mais par contre, dont j'ai appris par le CD de Luc Ferry, j'ai confirmé la notion de processus dont on parlait tout à l'heure. Hegel, c'est le grand philosophe du processus. Il s'est intéressé à l'histoire en train de se faire avec sa fameuse trilogie thèse, antithèse, synthèse. À ce propos-là, moi j'aime bien la blague parce que il y a, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Johann Sfar sur le chat du rabbin, et il explique le judaïsme.
Et alors, il y a le rabbin qui dit, voilà, la pensée occidentale, c'est thèse, antithèse, synthèse. La pensée juive, c'est thèse, antithèse, 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 antithèse. C'est délicieux. Je trouve que ça explique remarquablement la pensée juive. Donc, j'ai appris ça chez Hegel, la notion de processus. Et je l'ai retrouvé chez un philosophe que j'ai étudié pour ses positions théologiques. C'est un philosophe américain qui n'est pas beaucoup connu en France, qui s'appelle Whitehead, et qui a vraiment une vision du monde qui est une vision de processus, au niveau scientifique et au niveau théologique. Il n'y a pas beaucoup de bouquins parus sur Whitehead en France et c'est dommage. Ensuite, il y a Sartre qui m'aide, que j'ai pas mal approfondi, pas toute la pensée de Sartre, mais ce qui me sert en coaching, c'est le fameux passage sur le garçon de café. Quand Sartre décrit le garçon de café du Café Flore, là, qui en fait s'identifie à son rôle de garçon de café. Il en fait trop. Il n'est plus lui-même. Et donc, Sartre dénonce la façon dont certaines personnes s'identifient complètement à leur rôle en perdant leur autonomie, leur capacité de recul. Et donc, ça peut m'arriver avec un client, quand j'ai un client qui s'identifie trop à son rôle de manager au point d'oublier qui il est, etc. Donc ça, c'est un très court passage de Sartre. Vous prenez le garçon de café, vous allez sur Internet, vous le trouvez. Moi, c'est comme ça que je m'en suis servi, mais il y a des tas d'autres choses chez Sartre qui sont intéressantes, bien sûr. Il y a aussi ce qu'il dit du déterminisme, mais je continue dans la liste de mes grands frères. Il y a Nietzsche, chez qui que j'utilise beaucoup avec ce qui est l'idéologie d'intensité, donc cette tendance qu'ont les personnes à vouloir en faire plus. Ça rejoint pour moi, alors je pourrais mettre Nietzsche et Freud avec l'idéal du moi, parce que je les mets ensemble. Donc cette idée qu'il faut absolument arriver à un plus, il faut se conformer à ce plus qu'on nous impose au niveau social, au niveau. Donc nous avons tous ces idéaux du moi, et Nietzsche, avec son idéologie d'intensité, ne cesse de nous dire faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut être plus, faut vivre plus intensément. Et notre monde baigne là-dedans. Notre monde baigne dans le nietzschéanisme, je ne sais pas comment on dit, c'est une horreur. C'est trop. On est vraiment là-dedans, on est dans une époque nietzschéenne pour moi. Ensuite, j'ai Rousseau que j'ai pas mal étudié pour toute son étude de la nature humaine par rapport à la nature animale, et ça me permet de parler, j'espère de façon un peu plus astucieuse, de la liberté, quand les gens peuvent est-ce que je suis vraiment libre de faire ci, de faire ça? Donc à ce moment-là, je peux me référer à Rousseau. Là aussi, c'est un passage que vous trouvez très facilement sur Rousseau, si vous voulez démarrer, quand il parle de la nature humaine par rapport à l'animal. Quelle est sa phrase? Oh, je ne l'ai plus en tête, tant pis. Il a sa phrase célèbre sur la nature humaine. Ensuite, chez Pascal, je m'appuie beaucoup sur la notion de divertissement avec son pendant psychologique qui est le passe-temps de l'analyse transactionnelle. Donc le divertissement pascalien qui est la façon dont les gens perdent leur vie à des bêtises, à des futilités. Alors Pascal a une notion bien précise du divertissement par rapport à son approche religieuse, mais en même temps, vraiment la façon dont nous divertissons et dont certaines personnes se divertissent et passent leur temps à faire des choses inutiles ou autres. Bon, moi, ça m'arrive, hein, je fais du divertissement, j'aime bien jouer aux jeux sur Internet, bon, et donc je fais du divertissement. Bon, mais ça dure pas trop longtemps, et puis bon, je suis conscient que j'en fais. C'est déjà mieux. Hein. Chez Pascal aussi, ça c'est très intéressant, c'est pas très connu, c'est la notion des 3 ordres. Ça c'est très intéressant, ça peut servir à nos clients. C'est quand on veut appliquer les lois d'un domaine à un autre domaine. Typiquement, pour les managers ou en entreprise, si on veut appliquer la morale à l'économie. C'est 2 domaines qui sont différents. Vous avez un très beau livre de Comte Sponville là-dessus,
qui s'appelle Le capitalisme est-il moral? Il est assez gros, il est remarquablement intéressant. Et donc, c'est l'histoire des trois ordres. C'est pas prendre ce qui s'applique à un domaine pour l'appliquer à un autre domaine. C'est la phrase de Jésus, vous savez, quand il dit laissez à César qui est à César et laissez à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, il énonce qu'il y a deux ordres différents. Et si on veut mélanger les ordres, Pascal dit qu'on tombe dans le ridicule. Chez Feuerbach et Hobbes, ça c'est plus pour ma réflexion personnelle, c'est les notions de pouvoir. Ils sont tous les deux dans le pouvoir sûr. Et donc, ça m'a permis de développer la notion de pouvoir pour, que j'aime beaucoup. J'ai mis ma petite phrase en dessous, là, pouvoir pour, vivre pour. Heidegger, je ne l'ai jamais lu, trop compliqué, mais j'ai trouvé chez lui l'émerveillement d'exister. Et ça, je trouve, c'est vraiment très, très bien quand il parle de l'être et de s'émerveiller du seul fait d'être. Ça, c'est magnifique. Hein. Et puis chez Heidegger également, son approche du monde de la technique qui est celle de notre monde économique, c'est-à-dire que Heidegger explique que nous avons perdu les finalités humanistes qui étaient celles de la fin du XVIIIe siècle, où on voulait le progrès pour arriver à quelque chose, et maintenant c'est le progrès pour le progrès. Et la finalité a disparu. Et enfin, Camus et Schopenhauer, je les ai pas mal approfondis pour la notion d'absurde qui s'oppose et critique donc l'approche du sens chez Viktor Frankl. Donc voilà quelques philosophes avec un très bref résumé. Il y en a certains que j'utilise beaucoup en coaching, d'autres qui me servent plus pour ma réflexion. Alors, juste un petit mot maintenant sur l'attaque de Julia de Funès. Dans l'un des commentaires que j'ai reçus, quelqu'un m'a donné cette idée, je le remercie. Et c'est vrai que par rapport à son livre, que j'ai lu sans avoir trop envie, j'ai essayé de regarder le contenu, le processus et le sens. Donc, je trouve que son livre n'est pas un bon ouvrage de philosophie. Je me permets de le dire. C'est pas tellement le fait, c'est pas sa croyance philosophique. Bon, c'est une adepte de ce qu'on appelle l'école de la déconstruction. Donc, c'est construire déconstruire pour construire. Moi, je me méfie de la déconstruction parce que, déconstruire, c'est plus facile que construire et moi, je préfère les gens qui construisent. Mais bon, c'est sa croyance philosophique, j'ai pas trop à dire là-dessus. Par contre, le contenu de son approche, c'est vraiment un mépris de la profession, de notre profession, parce que c'est un mépris de nos personnes même quand elle accuse les coachs de fainéantise ou d'avoir des enjeux cachés. Et donc, je trouve que c'est un mépris des personnes par la façon dont elle nous englobe là-dedans. Et puis, ce que j'aime pas aussi, ce que j'ai détesté chez Julia de Funès, c'est la valorisation de la philosophie par rapport au coaching. Pour moi, c'est vraiment deux approches complémentaires. Et elle dit que la philosophie est rigoureuse. Mais le coaching aussi, c'est rigoureux. C'est même hyper rigoureux. Quand on veut être un bon coach, qu'on veut avoir une théorie solide, des concepts solides, qu'on va avoir une pratique qui s'appuie sur nos théories, quand on analyse les processus, quand on analyse nos séances, quand on s'interroge nous, c'est hyper rigoureux le coaching. Moi, c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça. Et alors, si on le fait comme ça, le pire, c'est que le client, des fois, il est content. Parce qu'il y a l'effet de transfert, mais c'est pas rigoureux, c'est pas être un bon coach, ça. Donc, moi, je prône vraiment c'est une approche rigoureuse, le coaching. Donc, faut mettre la barre haut, hein, c'est clair, hein. Faut mettre la barre haut dans notre métier. Alors, sur Julia de Funès, il y a son processus. Bon, et là, donc, quand on s'en rend compte, on voit bien, c'est de la provocation, c'est de la polémique. C'est une femme qui adore la polémique. Et la polémique, comme vous le savez, c'est chéri des médias. Donc, elle passe dans les médias parce que c'est une polémiste. Et donc, c'est comme ça qu'elle est reconnue. C'est comme ça. Et puis alors au niveau du processus, quand on lit son livre, ce qui est frappant, c'est la généralisation, ce qu'on appelle généralisation en termes techniques. C'est un terme technique que j'ai trouvé en transactionnel. Généralisation, c'est quand on met tout le monde dans le même panier.
Donc elle parle les coachs. Alors qu'il y a des coachs qui sont, comme elle dit, il y a des coachs qui font mal leur boulot, qui sont pas bons, ils sont des truands, et puis mais il y en a tout de même beaucoup d'autres qui sont des bons professionnels. Quand on parle des coachs, moi, ça me fait bondir. On n'est pas une population homogène. Et donc le sens de quoi est-ce que ce livre est-il le signe? Je crois qu'on a à s'interroger là-dessus, à la fois collectivement, comme certains l'ont fait, et puis aussi personnellement. Moi, je suis convaincu que les philosophes peuvent nous aider sur des trucs sur lesquels on n'est pas toujours très bon, la notion d'identité, l'histoire du connaître soi-même. C'est pas évident connaître soi-même. L'histoire du changement, la liberté. Nous, on a nos clients au moment du contrat tripartite. Ils sont plus ou moins libres. Les philosophes pourraient nous aider là-dessus. Il faudrait mieux faire alliance. Alors, pour presque finir, voilà. Donc, le coach philosophe, et là, c'est plus un témoignage, c'est ma philosophie à moi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai tiré de mon expérience de toutes ces années à la fois d'études. Et donc, à travers la philosophie et puis mes expériences, j'ai eu d'une part, vraiment de plus en plus, je trouve que le réel est très complexe, que les personnes sont complexes, qu'il n'y a pas d'approche unique, qu'il n'y a pas d'approche standard, et que, bien sûr, il faut prendre un axe prioritaire quand on fait notre métier. Il faut se dire, ben oui, je vais prendre tel axe avec tel client, mais en même temps, il faut savoir toujours que c'est extrêmement complexe, il faut être prêt à naviguer là-dedans. Et quand je vois la variété des approches philosophiques, ça me montre aussi que, oui, il peut y avoir des philosophies pertinentes et très, très différentes, donc tout ça est très complexe. Un deuxième point, ça, on en a parlé, c'est David Hume. Je connais les limites des modèles que j'utilise. Quand j'utilise un modèle, je sais quand est-ce qu'il est plus valable. Faites très, très attention à ça. C'est ce qui me permet d'être puissant, j'espère, quand le modèle est bien applicable. Ça, c'est important. Je reconnais l'ambiguïté inhérente à la nature humaine. Par exemple, au niveau de l'argent. On fait en même temps notre métier pour gagner de l'argent, puis en même temps, on a envie de faire du bon boulot, mais il y a des fois, c'est en conflit, et on est ambigu là-dessus. Et donc, il faut savoir quand est-ce que, on arrête l'ambiguïté parce que ça va trop loin dans un sens ou ça va trop loin dans l'autre. Donc, plus ça va, plus je mesure comme je suis quelqu'un d'ambigu et qu'il faut que j'accepte ça et que je vive avec. Je suis vigilant aux arguments d'autorité. C'est pas parce qu'un tel dit que ça, non, ça, pas d'argument d'autorité, ça tient pas la route. Vigilant aux croyances qui deviendraient des certitudes. Ah, c'est le piège permanent. Et puis maintenant, dans ce qui est tout de même une certaine compétence que j'ai en philosophie, c'est le piège du savoir pour le savoir, c'est-à-dire devenir un philosophe de type 2, et donc c'est pas le savoir philosophique qui m'intéresse, pour moi c'est plutôt ce que j'en fais. Et donc le savoir pour le savoir, voilà. Bon, j'ai fini mon topo, je vous mets ici, avant qu'on vous passe la main, je vous ai mis ici, vous retrouverez ça avec, en reprenant le replay, hein, des livres ou audio faciles, je vous ai mis des trucs faciles. Vraiment, c'est des trucs, vous pouvez les lire, c'est bien, c'est simple, c'est bien écrit. Ça vous explique les principaux philosophes, c'est bien foutu, quoi. Et donc lire, relire, relire, relire. Moi, je surligne, je fais ça au stabilo. Merci François. J'aimerais également lire quelques commentaires. Alors, il y a Clémence qui nous dit, comme prof de philo à l'université et coach en cours de certification, je peux témoigner de la rigueur du processus et de l'exigence de la pratique du coaching. Oui, les deux disciplines sont complémentaires l'une l'autre. Voilà, donc on a Fabienne qui nous dit merci François, c'est passionnant. Nous avons Sabine qui nous dit François Delivray, un maître inspirant avec une grande humilité, passionnant, merci. Alors, je pense, est-ce que tu as clôturé toi? Ne m'appelez jamais maître, s'il vous plaît, parce que j'aime pas trop ça. Oui, merci.
Oui, Yotis. Alors, un grand merci, François, pour cette présentation franche, extrêmement intéressante et très enrichissante. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie au Québec, experte du pôle événements chez ICF Synergie et membre de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie, comment ça s'est passé ce soir? Ça s'est très bien passé, vraiment. Que des compliments et des remerciements de cette profondeur, de ce partage. François, ça a été vraiment une conférence très appréciée. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez la présentation de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. Nous espérons que ce webinaire vous aura plu et qu'il vous sera utile pour votre pratique du coaching. Vous avez aimé ce webinaire, vous voulez nous le faire savoir et nous envoyer un peu d'ocytocine. C'est très simple. Laissez-nous un petit pouce bleu sous la vidéo. Mettez-nous des petits pouces bleus un peu partout. Qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Avez-vous d'autres questions à poser à notre orateur? Mettez vos commentaires et réactions sous cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et François, je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci. Moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt à travailler tout ça. Ça a été un assez gros boulot, mais je suis très, très content. Je vous remercie tous de vos questions. Je suis heureux de voir que finalement, le niveau philosophique des coachs est plus élevé que ce que je pensais a priori. Je suis désolé. Mais donc, je suis très, très satisfait de ça. Je vous ai mis là dans la page que vous avez sous les yeux. En bas, il y a 3 jours, j'ai fait un compte sur le couvre-feu. Donc, si vous voulez vous détendre, il est marrant. Donc, si vous voulez vous détendre quelques minutes. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à toi, Yotis, à Nathalie. Passez une bonne soirée. Merci François. Merci Nathalie. Merci à vous toutes et tous. Au revoir.